Donc moi je me suis posé la question avec une autre dame qui était ici dans le public et on aimerait bien savoir si la situation initiale de la pièce part d'un fait réel, donc si Jean Blou doit vraiment son existence à une balade sur le marché de Molenbeek. Pour toi, oui, à la base oui, sauf qu'au départ, moi j'avais vu un reportage à la RTBF, on voyait de jeunes ados se déguiser en soldats américains dans les Ardennes, et pour sentir un peu ce qu'avaient vécu les Américains pendant la bataille des Ardennes. Donc c'était un peu un jeu de rôle. Et le lendemain, moi je me suis promené dans mon quartier par hasard, j'étais dans un salon de thé, et c'est là que j'ai vu un vieux Chibani, un vieux, en disant, ce que je reprends vraiment, les Américains, on était là avant eux, et puis j'avais pas très bien saisi et compris. Je dis, est-ce que vous parlez d'immigration, des années 60? Je dis, non, on était là avant, on parle toujours des Américains, on était là avant, à la bataille de Jean Blou. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence du cimetière. Et puis voilà, vraiment comme dans le spectacle. Après j'ai appelé Sam, puis Sam m'a dit, ben voilà, mon père a fait la bataille de Monte-Cassino, ça m'intéresse, et puis voilà. Donc oui, c'est parti comme ça. Okay. Une chronique va percuter les gars. Et il m'a répondu, ah mai, c'est intéressant, un coup de projet qui ben à courte. C'est au premier étage avec des grandes vitres. C'est chouette. De la salle, on voit les échoppes du marché de Molenbeek de toutes les couleurs. Alors, on a décidé de se voir chaque semaine, tous les jeudis, et écrire et encore écrire. Pour la première fois, on n'écrit pas l'histoire d'un jeune immigré qui vole le sac d'une petite vieille en 2014 à Molenbeek. Eh bien, l'histoire des tirailleurs marocains qui cassent une bonne fois la gueule à des nazis en 1940 à Jean Blou. Et c'est ainsi que de jeudi en jeudi, nous nous sommes vus pour vérifier si tout cela était bien vrai. Et c'était la vérité. C'était pas une blague belge, hein. Non. Il faut savoir que depuis la Première Guerre mondiale, la France a enrôlé des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais pour venir faire ces différentes guerres. Alors, écrire c'est bien, mais comment apprendre à structurer notre propre discours? Alors on s'est dit, il nous faut un protagoniste, celui qui porte l'histoire et qui nous emmène dans un long voyage jusqu'en Belgique, jusqu'à Jean Blou, jusqu'à Jane Brooks. Alors j'ai regardé le marché de Molenbeek par la grande vitre de la salle et j'ai déclaré, tu vois Samy, tous ces couleurs, ces fruits, cette opulence, cette abondance, eh bien au début de notre histoire, il n'y a rien. Ni foule, ni cri, ni couleur autour de notre héros. Au début, il y a le vent. Et pourquoi le sujet de l'armée oubliée vous a tant touché personnellement? L'armée oubliée, parce que comme l'a dit Sam, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été reconnus dans ce qu'ils ont donné, dans le sang qui a été versé, donc c'était un peu une armée invisible. Et puis lorsqu'on entend ce que disent les gens, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant de cette bataille-là. Ça se passe quand même en Belgique, pas dans les livres d'histoire, rien du tout. Donc il faut se situer, à l'époque on est en 2004, 2005, hein, Sam. 2003, donc personne n'est au courant. Oui, on a l'impression que c'est une armée invisible, quoi. Ils ont participé, mais on ne les voit pas. Vous pensez que le fait que ce soit rayé d'histoire, c'est dû à quoi? Moi, je pense, je ne vais pas dire que c'est une amnésie volontaire, mais oui, on n'en a pas parlé pour différentes raisons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y a eu la colonisation. Et donc, voilà. On les a souvent encouragés, on le disait dans le spectacle ou même en dehors, entre eux, que ce soit avec les Français, c'était vraiment des frères d'armes, mais la reconnaissance, elle vient comment? La reconnaissance, elle vient par des titres honorifiques ou par de l'argent. C'est ça la reconnaissance, et c'est là qu'ils n'ont pas été reconnus. Okay. Pendant ce temps-là, dans cette rue de Nador, comme partout ailleurs au Maroc, on lit publiquement l'appel de Mohamed V. Le roi invite les hommes à s'engager au sein de l'armée française pour résister à l'agression allemande. Alors que les gens du quartier écoutent religieusement le discours de sa majesté, le colonel Chabert, tout de blanc vêtu, entre chez le caïd et aperçoit Mokhtar. Quel bruit loin? À pied? Combien de kilomètres? 100? 150? C'est bien ça. Ton oncle vient de m'en toucher un mot. Tu verras, les tirailleurs, c'est la baraka.
la chance. Le baroud, le combat jusqu'à la mort. Ou les dollars, le quitter, les chera. T'es timide ou tu parles pas français? De toute façon, c'est pas avec la parole qu'on devient un homme. Tu apprendras comme les autres. Tiens, voilà une avance sur ta solde et puis signe-la, c'est un contrat. Ton contrat pour 4 ans de bonheur et de dépaysement. Ça te fait du bien. Allez, félicitations, Mokhtar, Ben Mimoun, Ben Zitoun. Je vais annoncer la bonne nouvelle aux autres. Tu seras le premier du quartier. Et ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est comment vous avez orienté votre démarche de recherche historique. Si vous avez été vers les gens, vous avez récolté des témoignages, si vous avez trouvé des éventuels ouvrages, des bouquins qui parlaient de cette partie de l'histoire qui a été un peu mis entre parenthèses. Un peu de tout, hein, un peu de tout. Ben est parti au Maroc interviewer différents anciens tirailleurs marocains pour avoir un témoignage. Moi j'ai restitué, j'ai filmé mon propre père avec son témoignage, même si c'était Monte Cassino et pas Jonglou, mais d'abord c'est la Seconde Guerre mondiale et ça se recoupe. Le processus est le même, celui d'aller s'enrôler dans l'armée parce que c'est le seul endroit où on trouve un treillis, un morceau de pain et des chaussures. En termes de romans, il y a un auteur belge qui a écrit Ahmed Ben Ahmed, qui est sur Jean Blou, en romancé. Mais il y a beaucoup dans le tracé de l'armée française, beaucoup de militaires parlent des tirailleurs, africains de manière générale. Des livres militaires. Des livres militaires. Uniquement. Africains de manière générale, et en particulier marocains, tunisiens et algériens, c'était le Maghreb, enfin sénégalais aussi. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils furent 85 000 assimilés comme Mokhtar. Et c'est sans compter les 400 000 Algériens, Tunisiens, Sénégalais, Maliens, Congolais, qui viendront rejoindre les premières lignes du front, tous alignés par paquets de 10, de la véritable chair à canon. Au revoir, mon colonel! Vive la France! Vive la République! Mokhtar, mais pourquoi tu signais? Tu vas passer 4 années d'enfer. Mais t'aurais dû m'en parler. J'aurais pu vous aider moi-même. Al-Mokhtar, Al-Mokhtar, Al-Mokhtar. Et après après on quitte l'historique et on rentre dans la dramaturgie, on rentre dans le spectacle. Là, on a écrit le spectacle à 4 mains. Il y a un metteur en scène qui à la fois a coécrit avec nous. Et on partait sur un énorme spectacle épique à la base avec 36 000 personnages. Et on travaillait pendant des semaines, on écrivait. Et c'est Jane qui a eu le déclic. Il a dit, mais Jane nous a dit, mais Ben, Sam, on va travailler sous forme de halqa, de cercle. Et vous allez prendre votre position, vous allez prendre la position du conteur. Et vous allez nous raconter des choses. Et à partir de ce moment-là, tout s'est débloqué. Alors on a écrit encore beaucoup plus d'histoires. Puis voilà, puis comme d'habitude dans un spectacle, hein, trop, pas bon, on recoupe, on retravaille. Sauf que, comme je disais là tout à l'heure, c'est un spectacle qui est quand même rassembleur. Parce qu'à plusieurs niveaux, il touche l'histoire de la Belgique, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Maroc et l'histoire du monde. C'est une guerre mondiale. Et différentes couches sociales ou culturelles. Et ce qui est assez surprenant, c'est que comme cette histoire a été oubliée, beaucoup de personnes ont été dans le déni, mais il n'y a pas besoin de parler des tirailleurs marocains ou sénégalais pour s'en rendre compte. Il y a juste qu'à voir qu'il n'y a pas encore aujourd'hui au sein du programme de la communauté française au flamand un programme sur l'histoire de l'immigration. Et il est hyper important de faire un programme sur l'histoire de l'immigration pour qu'on arrête de croire que l'immigration est un problème. L'immigration, souvent, a des problèmes. Ce sont des primo-arrivants, mais elle n'est pas le problème. Le problème, c'est la misère socio-économique.
ou la misère intellectuelle ou culturelle. Et donc, avoir ce type de spectacle permet aux jeunes Belges d'origine maghrébine d'avoir un autre regard sur leur propre histoire et sur l'histoire avec un grand H. Et c'est en ça que ce spectacle, quelque part on a parlé là tout à l'heure un peu de pédagogie, est à la fois un spectacle de théâtre, mais avec une certaine pédagogie, parce qu'elle permet de remettre les choses dans leur contexte. Et comme le contexte est souvent plus fort que le cortex, une fois que tu mets les choses dans le contexte, tu arrives à mieux les comprendre. Et on a le recul historique aujourd'hui. C'est pas beaucoup en termes d'histoire, 70 ans, mais pour nous, ça commence. Pour un historien, c'est rien. Mais pour nous, ça fait beaucoup de matière. Beaucoup de témoignages, beaucoup. Et donc, voilà comment un peu, pour répondre à votre question, se sont un peu articulées les différentes recherches. Okay. Merci. J'aurais une dernière question pour finir un peu sur une note d'espoir. Donc on sait tous très bien que le statut d'artiste, c'est pas quelque chose de très évident à vivre au quotidien. Donc ma dernière question, c'est est-ce que vous avez un message pour les personnes issues de l'immigration, que ce soit maghrébine ou peu importe, et quel est le message que vous voudrez leur transmettre si ils voudraient éventuellement s'orienter vers une carrière artistique? Ne faites pas. Et j'aimerais bien que vous fassiez face caméra si c'est possible. Un petit message d'espoir. Moi, je dirais tout simplement, au-delà du statut d'artiste, je pars en général, si on veut faire ce métier, il y a une chose qui doit nous guider, c'est la passion. C'est vraiment être passionné et de vouloir faire, parce que c'est un métier qui nous grandit, et puis le reste, voilà, le reste, il dépend de plein de paramètres, de plein de choses. C'est clair que c'est pas un métier où on peut devenir millionnaire, à part certains, peut-être. C'est une question de tomber au bon moment, d'avoir du talent et d'avoir de la chance. Mais c'est un métier qui nous fait grandir, qui nous fait voyager. On peut refaire le monde. Et puis, oui, c'est un métier où on rencontre aussi plein de gens. Et donc, on est tout le temps en questionnement, et sur le monde et sur soi-même aussi. Donc, si quelqu'un a envie de le faire, si on est passionné, il faut y aller. Le reste, pouvoir en vivre, pouvoir ne pas en vivre, oui, c'est autre chose. Voilà. Sur ce métier-là, ouais, je rejoins ce que Ben dit. Je rajouterais même encore, en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été une question de vie ou de mort. La passion est indispensable. Nous faisons partie des privilégiés. 10% de la population vit avec plus d'1 euro ou 1 dollar en poche, vit dans un appartement chauffé. Et nous faisons partie des 3% de la population mondiale. Non seulement nous vivons dans un appartement chauffé, parfois même surchauffé, nous avons plus d'1 euro en poche, mais nous vivons de notre passion. C'est-à-dire qu'il y a des gens suffisamment dingues pour nous payer pour faire ce que nous aimons. Et ça, c'est un luxe énorme. C'est pour ça que nous faisons partie nous sommes privilégiés. Et je pense même pouvoir parler pour moi comme pour Ben, je pense même que si nous devions nous-mêmes, et c'est souvent le cas d'ailleurs, mettre de notre poche, on le ferait. Et donc, on le fait pour certains, moins pour d'autres. Aujourd'hui, on arrive à un certain âge respectable, on veut quand même se faire payer parce qu'on en a marre de galérer. et puis, tu as des gens qui nous font confiance et qui vont chercher de l'argent et qui parfois eux-mêmes se cassent le cul. Des petites structures comme ici, c'est magnifique de nous accueillir, quoi. Mais tout ça coûte de l'argent. Ouais. Et donc, nous, on galère parce que, pour revenir à ta question sur le statut d'artiste, on n'a pas encore légiféré. Il y avait un pseudo-statut d'artiste qui part en sucette maintenant. Et on aimerait tellement avoir le 10e du statut français. Or que je crois qu'un pays qui ne respecte pas, mais un pays qui ne respecte pas ses artistes, c'est un pays. C'est un pays dénouement. Est-ce que vous n'aurez pas de l'argent à nous prêter? Je sais pas, un truc comme ça. Nous, là, dans l'immédiat. Là, on a été payé par de la nourriture. Non, merci beaucoup. Merci pour votre accueil.